Le balai n'est pas un objet neutre. Il n'a jamais été seulement un outil. Avant de devenir un simple instrument de ménage, le balai a longtemps été porteur de significations symboliques et rituelles. Le balai appartient à une famille d'objets que les sociétés traditionnelles traitaient avec précaution, parce qu'ils n'agissent pas seulement sur la matière, mais sur la circulation des présences invisibles et des énergies. Dans l'Europe rurale ancienne, on ne balayait jamais n'importe quand, n'importe comment, ni pour n'importe quelle raison. Chaque geste obéissait à une logique invisible, mais cohérente. Pour mieux comprendre cette logique, examinons les règles et interdits qui encadraient le balayage. Dans de nombreuses régions de France, de Belgique, d'Allemagne et d'Italie du Nord, on ne balayait jamais de la porte vers l'intérieur. Le balayage devait toujours conduire vers la sortie. Balayer vers l'intérieur revenait à faire entrer ce qui devait partir, maladie, conflit, malchance. Ce n'était pas une métaphore. La malchance était pensée comme quelque chose qui circule, s'accroche, se dépose. Le balai pouvait la déplacer, mais pas l'anéantir. Il fallait donc la guider hors de la maison. On évitait de balayer le jour du marché, car l'argent, fraîchement entré dans la maison, devait se poser. Balayer ce jour-là revenait à chasser la prospérité avant qu'elle ne s'enracine. De la même façon, on ne balayait pas le jour de la paye, ni juste après une transaction importante. En Espagne rurale et dans certaines zones italiennes, il était interdit de balayer pendant un orage. L'orage était vu comme un moment de lutte entre forces célestes et terrestres. Remuer le sol pendant ce temps, c'était s'exposer à attirer la foudre, les accidents, les conflits, les ruptures. Dans de nombreuses régions d'Europe, il était interdit de balayer la nuit. Non pas par superstition vague, mais parce que la nuit est le moment où les frontières sont ouvertes, entre les vivants et les morts, entre les humains et les esprits, entre le dedans et le dehors. Balayer la nuit, c'était risquer de chasser ce qui protégeait la maison, les ancêtres, les esprits familiers, la chance accumulée. On disait que balayer la nuit, balayer la fortune, non pas symboliquement, mais parce que la chance était conçue comme une présence, pas une abstraction. On évitait aussi de balayer après le coucher du soleil, car la maison entrait alors dans un autre régime, celui du repos, du rêve, de l'invisible. Le balai, actif, dérangeait cet équilibre. Il réveillait ce qui devait rester calme. Dans plusieurs régions de l'Est de la France et des Balkans, on ne balayait pas le jeudi soir, ni associé aux morts errants et aux âmes sans repos. Balayer à ce moment-là risquait de les attirer ou de les déranger, provoquant maladie ou malheur domestique. Après un repas collectif, on attendait. Parce que le repas crée du lien. Balayer trop vite revenait à dissoudre la convivialité, à signifier que ce qui venait de se vivre n'avait pas de valeur durable. Dans certaines traditions, on disait que cela rendait les enfants ingrats ou les invités rancuniers. Après une visite importante, on ne balayait pas non plus. Parce que toute personne qui entre dans une maison laisse une trace. Pas seulement une trace sociale, mais une empreinte invisible, intention, émotion, envie, jalousie, fatigue. Balayer immédiatement après une visite, surtout si elle était amicale ou bénéfique, revenait à effacer la relation, à rejeter ce que l'autre avait apporté. On disait que cela rompait les liens, que cela empêchait le retour, ou qu'on chassait l'amitié hors de la maison. À l'inverse, après une visite jugée lourde, conflictuelle ou malveillante, on pouvait balayer, mais rituellement, souvent en commençant par le fond de la maison vers la porte, pour pousser dehors ce qui n'était pas désiré. Le geste n'était jamais automatique. Après un décès, le balai devenait presque tabou. Pendant plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, on ne balayait pas. Pourquoi ? Parce que l'âme du mort était censée rester proche du sol, hésitante, cherchant son chemin. Balayer risquait de la chasser brutalement, de la désorienter, ou pire, de la forcer à rester attachée au lieu. Le deuil était aussi un temps de suspension des gestes d'ordre. On acceptait le désordre comme un état nécessaire. Après un décès ou un accouchement, on attendait encore plus longtemps. Parce que ces moments ouvraient des brèches. Les morts et les nouveau-nés étaient perçus comme des êtres entre les mondes. Balayer trop tôt, c'était risquer de déranger une âme qui n'avait pas fini de passer,
ou d'arracher une protection nécessaire à la mère et à l'enfant. Tout cela montre une chose essentielle. Le balai agit sur des forces en circulation. Il ne sert pas à ordonner, mais à rediriger. C'est ici que le lien entre balai et ancêtre devient central. Dans l'Europe ancienne, les ancêtres ne vivaient pas dans un au-delà lointain. Ils étaient pensés comme présents dans la maison, particulièrement près du foyer et du sol. La poussière n'était pas sale, elle était un mélange de vie passée, de cendres, de traces. Balayer revenait donc, symboliquement, à déplacer les morts. C'est pour cela qu'on ne prêtait pas son balai. Jamais. Prêter son balai, c'était laisser quelqu'un agir sur l'équilibre invisible de sa maison. C'était lui donner accès à ce qui protégeait le lieu. Dans certaines régions, on disait que prêter son balai permettait à l'autre de voler la chance ou la fécondité. Le balai était souvent fabriqué à la maison, avec des matériaux locaux. On ne le jetait pas n'importe comment. Quand il était usé, on le brûlait ou on l'enterrait, comme on l'aurait fait d'un objet ayant absorbé trop de traces. Cette logique se retrouve presque intacte dans d'autres cultures. Mais ce pouvoir du balai, lié au seuil et aux ancêtres, allait bientôt être détourné et transformé dans l'imaginaire collectif. La figure de la sorcière sur son balai apparaît en Europe entre le XVe et le XVIIe siècle, au cœur des chasses aux sorcières. Historiquement, le balai était un outil domestique et rituel, utilisé pour entretenir le foyer mais aussi pour des pratiques liées à la fertilité, à la purification ou à certains rites corporels. Par exemple l'application d'onguents sur les jambes, le bassin ou le périnée, destinés à protéger, soigner ou favoriser la fertilité. Ces pratiques relevaient d'un savoir féminin ancien, transmis de mère en fille, qui combinait connaissance des plantes, gestes rituels et compréhension des seuils, du corps, de la maison et de la vie. Certaines femmes, dans des états modifiés de conscience, tels que l'extase, les rêves, la lévitation intérieure, induits par ces pratiques décrivaient des sensations de déplacement ou de flottement. Les autorités religieuses et inquisitoriales de l'époque ont déformé ces expériences, elles ont interprété ces états comme des vols nocturnes et ont associé le balai à la sexualité, créant ainsi l'image de la sorcière volant sur son balai comme symbole de transgression et de danger. Le balai, qui était à l'origine un instrument de protection, de soin et de régulation des seuils, est devenu un emblème de chaos, de péché et de sexualité supposée, servant à neutraliser et ridiculiser le savoir féminin ancestral. La sorcière sur son balai est donc une image falsifiée d'une vérité plus ancienne. Celle d'une femme qui maîtrise les seuils, qui sait quand agir et quand s'abstenir, qui comprend que déplacer la poussière, c'est déplacer le monde. Le balai n'a jamais été ridicule. Il a été rendu ridicule parce qu'il portait trop de pouvoir. Tandis qu'en Europe le balai était diabolisé, d'autres sociétés, ailleurs dans le monde, le traitaient avec un respect silencieux, conscient de ses forces invisibles. En Afrique de l'Ouest, le balai n'est jamais un objet anodin, et surtout, il n'est jamais univoque. On distingue clairement le balai domestique, destiné à l'entretien ordinaire, et le balai rituel, qui n'entre pas dans le champ du ménage. Cette séparation n'est pas symbolique, elle est matérielle, sociale et spirituelle. Confondre les deux serait une faute. Le balai rituel n'est pas utilisé pour enlever la poussière visible. Il agit sur ce que l'on appelle, selon les cultures, les empreintes, les traces, ou les résidus d'événements. Une violence, une mort brutale, une parole grave, une transgression morale ne disparaissent pas avec le temps. Elles laissent une marque dans l'espace, sur les corps, dans le village. Cette marque peut contaminer, maladies inexpliquées, conflits répétés, infertilité, accidents, malchance persistante. Balayer rituellement, ici, ne signifie jamais effacer une faute. La faute, elle, relève du jugement social, des ancêtres ou des divinités. Le balai n'absout pas. Il empêche la propagation. Il coupe la circulation d'un déséquilibre. Ce rôle explique pourquoi le balai rituel est confié à des femmes âgées ou à des personnes initiées. Il ne s'agit pas d'un privilège, mais d'une responsabilité.
Ces femmes sont considérées comme ayant traversé suffisamment d'états comme la maternité, le deuil, le vieillissement, pour ne plus être fragiles face aux forces qu'elles déplacent. Elles ne sont plus perméables de la même manière. Elles savent ce qui peut être déplacé, et ce qui ne doit pas l'être. Le geste de balayage rituel est lent, précis, jamais mécanique. On ne balaie jamais au hasard. On balaie dans un sens déterminé, souvent vers un point de sortie symbolique, un carrefour, un arbre, un lieu non habité. Ce que l'on déplace doit avoir un endroit où aller. Rien n'est simplement chassé dans le néant. Dans certaines traditions, on balaie une personne elle-même. Le balai ne touche pas nécessairement le corps. Il passe autour, au-dessus, parfois derrière. Ce geste n'est ni humiliant ni punitif. Il sert à détacher ce qui s'est accroché, peur, choc, souillure rituelle, proximité avec la mort. On ne répète jamais ce geste sans raison, car chaque passage enlève quelque chose. Trop balayer fragiliserait la personne, la rendrait vide. Après un meurtre, un suicide, une mort accidentelle, le sol lui-même peut être balayé rituellement. Non pour nier ce qui s'est passé, mais pour empêcher l'événement de continuer à agir. On considère que certains lieux deviennent instables. Le balai sert à refroidir l'espace, à le rendre à nouveau habitable. Il est essentiel de comprendre ceci, le balai ne détruit rien. Il déplace, désactive, redirige. Ce qu'il enlève est confié aux ancêtres, à la terre, ou à un lieu neutre. Le balai n'est jamais le dernier acteur de l'acte rituel. Il est un médiateur. C'est aussi pour cela qu'on ne joue pas avec un balai rituel. On ne s'assoit pas dessus. On ne l'enjambe pas sans autorisation. Il est souvent conservé à l'écart, parfois caché, parfois suspendu. Il a absorbé trop de choses pour être traité comme un objet ordinaire. Ce point rejoint profondément ce que l'on observe en Europe ancienne, en Asie, et ailleurs. Le balai est dangereux non parce qu'il est sale, mais parce qu'il a touché à ce qui ne se voit pas. Ce que la modernité ne comprend plus, c'est que le balai n'était pas un outil de propreté, mais un instrument de régulation énergétique invisible. Là où l'Occident l'a ridiculisé en accessoire de sorcière, l'Afrique de l'Ouest a conservé sa gravité. Là où on en a fait un symbole décoratif, il reste ailleurs un objet qui oblige au silence, à la lenteur, à la retenue. Et c'est peut-être là la différence la plus nette. Dans ces traditions, balayer n'est jamais un geste banal. C'est un acte qui engage celui qui le fait, et qui ne se fait jamais sans raison. Plus à l'est, en Chine, la notion de présence invisible et d'énergie vitale allait également donner au balai une signification bien plus subtile que la simple propreté. Voyons maintenant comment cette attention au balai se manifeste en Asie, à travers des cultures où l'énergie vitale et la circulation du Qi orientent l'usage du balai. En Chine, le balai est indissociable de la notion de Qi, l'énergie vitale qui circule dans tout ce qui existe. Le corps humain, la maison, la lignée familiale, le temps lui-même. Le Qi n'est ni abstrait ni symbolique. Il est pensé comme un flux réel, qui peut circuler librement, se concentrer, se bloquer ou se disperser. La poussière, dans cette logique, n'est pas seulement une saleté. Elle est comprise comme une stagnation du Qi, une énergie qui s'est ralentie, épaissie, figée. Balayer permet de remettre cette énergie en mouvement. Mais ce pouvoir est ambivalent, ce qui remet en mouvement peut aussi chasser ce qui n'a pas encore eu le temps de s'ancrer. C'est pour cette raison que le balayage est soumis à des règles temporelles strictes. Le temps n'est pas neutre. Certains moments sont favorables à la circulation, d'autres à la consolidation. Le nouvel an chinois marque l'entrée d'un Qi neuf, lié à la prospérité, à la santé et à la continuité familiale. Cette énergie est fragile au moment de son arrivée. Elle doit se déposer, se fixer dans la maison, s'attacher aux murs, au sol, aux objets, aux habitants. Balayer durant les premiers jours du nouvel an reviendrait à expulser cette énergie avant qu'elle n'ait pris racine. C'est pourquoi il est traditionnellement interdit de balayer, de sortir les déchets ou de laver le sol après le nouvel an, parfois pendant 2 à 5 jours selon les régions. On ne le fait pas par paresse,
mais par respect du processus énergétique. La chance n'est pas une abstraction morale, elle est une présence qui doit s'installer. Avant le nouvel an, au contraire, on balaie abondamment. Ce grand nettoyage n'a pas pour but de faire place nette au sens moderne, mais d'éliminer les restes de chi anciens, fatigués, porteurs de maladies, de conflits ou d'échecs. On prépare le vide nécessaire pour accueillir le nouveau flux. Là encore, le balai agit comme un outil de transition entre deux états du temps. La direction du balayage est elle aussi importante. On évite de balayer vers l'extérieur de manière brutale, surtout lors des périodes favorables, car cela pourrait entraîner une fuite de chi. On balaie souvent vers un point central ou de manière circulaire, pour rassembler l'énergie avant de la guider doucement hors de l'espace si nécessaire. Balayer le soir ou la nuit est également déconseillé dans certaines traditions populaires. La nuit est un temps de repos du chi, un moment où l'énergie se réorganise. Intervenir trop activement à ce moment-là perturbe cet équilibre. On dit que balayer la nuit réveille des énergies qui devraient rester calmes, ce qui peut provoquer agitation, insomnie ou tension familiale. Le balai lui-même n'est pas neutre. Il accumule ce qu'il déplace. C'est pourquoi on évite de le laisser au milieu de la pièce, posé en travers, ou près du seuil. Le seuil est un point de passage du chi. Un balai mal placé peut bloquer ou perturber la circulation entre l'intérieur et l'extérieur. Dans certaines régions, on ne prête pas son balai. Prêter son balai, c'est permettre à quelqu'un d'agir sur son chi domestique. Ce geste peut être perçu comme un affaiblissement de la protection du foyer, surtout si la relation n'est pas équilibrée. Ce que montre la pensée chinoise, c'est que balayer est un acte énergétique conscient. Le balai n'est ni bon ni mauvais en soi. Il est puissant. Il peut purifier ou appauvrir, stabiliser ou disperser. Tout dépend du moment, de l'intention et de la direction. Ce que la modernité a perdu ici, c'est la compréhension que la propreté n'est pas une valeur absolue. Un espace trop nettoyé, trop vidé, trop souvent remué devient énergétiquement pauvre. L'ordre excessif peut chasser la vitalité. Dans la Chine traditionnelle, on ne cherchait pas à éliminer toute trace, mais à maintenir une circulation juste. Le balai n'était pas un instrument d'effacement, mais un outil de régulation. C'est dans cette perspective que le balayage prend une dimension à la fois physique et énergétique. Et c'est précisément pour cela qu'il devait être utilisé avec retenue, respect et discernement. Cette attention portée aux flux énergétiques n'est pas propre à la Chine. Au Japon, la pratique du balayage devient un véritable acte spirituel, un pont entre le corps, l'espace et les forces invisibles. Cette attention aux gestes et à la présence invisible atteint une dimension spirituelle codifiée. Au Japon, le balai ne chasse pas seulement la saleté, il prépare l'espace à accueillir correctement les forces invisibles. Dans les temples, balayer est un acte méditatif. Le geste importe plus que le résultat. On ne nettoie pas pour faire disparaître, mais pour accorder. Au Japon, les gestes de nettoyage sont des actes spirituels. Le balai purifie l'espace pour permettre la présence correcte des forces invisibles. Là encore, il ne s'agit pas d'hygiène, mais d'harmonisation. Au Japon, le nettoyage n'est pas une activité subalterne. Il est une voie, au sens spirituel du terme. Le balai n'y est pas un simple outil fonctionnel, mais un instrument d'accord entre l'espace, le corps et les forces invisibles qui y circulent. Dans la pensée japonaise traditionnelle, le monde est habité par des présences, les kami du Shinto, les esprits des lieux, les traces laissées par les actions humaines. Un espace n'est jamais vide. Il peut être clair, trouble, harmonisé ou perturbé. Le rôle du nettoyage n'est pas de rendre un lieu propre selon des critères visuels, mais de le rendre apte à accueillir correctement ses présences. Le balai agit ici sur ce que l'on appelle le kegare, notion souvent mal traduite par impureté. Le kegare n'est pas une faute morale. Il désigne un état de désaccord, de déséquilibre, souvent lié à la mort, à la maladie, à la souffrance ou à l'émotion excessive. Ce déséquilibre se dépose dans les lieux, sur les objets, dans les corps.
Balayer ne supprime pas le qu'égaré par la force. Il le délie. Le geste permet à ce qui est stagnant de se remettre en mouvement, afin que l'espace retrouve une qualité d'accueil juste. Dans les temples shinto comme dans les monastères zen, le balayage est un acte méditatif. On ne balaie pas pour finir vite. On balaie pour être présent au geste. Le rythme de la respiration guide le mouvement. Chaque passage du balai est intentionnel. Le sol est regardé, écouté, respecté. On ne lutte pas contre la poussière, on accompagne son déplacement. Le résultat visible est secondaire. Un sol peut rester imparfait, et pourtant être considéré comme correctement purifié. Ce qui compte, c'est la qualité du geste, l'état intérieur de celui qui balaie. Un esprit agité produit un espace agité. Un esprit calme produit un espace clair. Dans cette logique, on ne balaie pas n'importe quand. Certains moments sont consacrés à la purification, d'autres au repos des forces. Balayer tard le soir ou la nuit est souvent évité, car ce sont des temps où les présences invisibles sont plus actives. Intervenir de manière trop volontaire à ce moment-là est perçu comme une perturbation. La direction du balayage importe également. On balaie souvent de l'intérieur vers l'extérieur, mais sans brutalité. Il ne s'agit pas de chasser violemment, mais de raccompagner ce qui doit partir. Le seuil est traité avec soin, car il est un lieu de passage entre mondes. On ne laisse jamais un balai posé en travers d'une entrée, car cela bloque symboliquement la circulation. Dans la vie quotidienne japonaise, ces principes se prolongent. À l'école, les enfants nettoient eux-mêmes les salles de classe. Ce n'est pas une punition. C'est une éducation à la responsabilité collective et à l'attention. Nettoyer, c'est reconnaître que l'on laisse des traces, et que l'on doit en prendre soin. Le balai, dans ce contexte, n'est jamais associé à la honte ou à la subordination. Il est associé à la discipline intérieure. Celui qui balaie agit sur lui-même autant que sur l'espace. Ce que la modernité occidentale comprend mal, c'est que dans la pensée japonaise, la pureté n'est pas un état figé. C'est un équilibre fragile, toujours à réajuster. Trop nettoyer peut être aussi déséquilibrant que ne pas nettoyer assez. Le balai n'efface pas le monde. Il l'accorde. Et c'est précisément cette capacité d'accord, discrète, silencieuse, patiente, qui fait du balayage un acte profondément spirituel au Japon. Ce principe se retrouve également dans les pratiques balinaises, où le balayage devient un acte de préparation rituelle. Le balai n'est plus seulement un outil, mais un interlocuteur des esprits et un préparateur de l'offrande. En Indonésie, notamment à Bali, le balayage fait partie des offrandes quotidiennes. On nettoie avant de déposer les offrandes, parce que l'espace doit être rendu lisible pour les esprits. Là encore, on ne balaie pas la nuit, car la nuit appartient à d'autres présences. À Bali, le balayage n'est pas un geste utilitaire. Il fait partie intégrante de la relation quotidienne avec l'invisible. Le monde y est pensé comme double. Le sekala, le monde visible, matériel, et le niskala, le monde invisible, spirituel. Ces deux dimensions ne sont jamais séparées. Elles coexistent, se superposent, s'influencent en permanence. Toute action dans le monde visible a un effet dans l'invisible, et inversement. Dans cette cosmologie, un espace n'est jamais neutre. Il est soit lisible, soit confus. Lisible signifie que les esprits, les ancêtres et les forces peuvent identifier clairement leur place, leur fonction, leur direction. Un espace encombré, sale ou désordonné devient illisible, et cette illisibilité attire des forces instables, en particulier les butakala, entités liées au chaos, à l'excès, à la désorganisation. C'est pour cette raison que le balayage précède toujours les offrandes quotidiennes, comme les kanansari. Avant d'offrir, il faut rendre l'espace compréhensible. Le balai ne sert pas à faire propre, mais à clarifier le territoire. On enlève ce qui brouille, ce qui s'est accumulé sans intention, ce qui empêche les forces de reconnaître l'acte rituel. Balayer avant une offrande, c'est dire: voici un espace préparé,
intentionnel, conscient. Le geste est quotidien, mais jamais banal. Il est effectué le matin, lorsque les énergies sont considérées comme montantes, claires, ordonnées. Le matin appartient aux forces bénéfiques, aux dieux, aux ancêtres. Le balayage accompagne cette montée. La nuit, au contraire, est un temps différent. Elle est associée à des présences plus lourdes, plus imprévisibles. Balayer la nuit est évité, non parce que c'est interdit au sens moral, mais parce que le geste risquerait de remuer ce qui ne doit pas l'être. Déplacer la poussière la nuit, c'est déplacer des traces à un moment où l'invisible est plus actif et moins stable. Dans la pensée balinaise, tout nettoyage est un acte de négociation. On ne chasse pas violemment. On rééquilibre. Le balai accompagne les forces vers leur place correcte. C'est pourquoi le geste est calme, régulier, sans agitation. Balayer avec colère ou précipitation est perçu comme inefficace, voire dangereux. Le sol, à Bali, est un espace particulièrement sensible. Il est en contact avec les forces inférieures, telluriques. C'est pour cela qu'on ne pose pas n'importe quoi à même le sol, qu'on ne l'enjambe pas sans attention, et qu'on le balaie avec respect. Le balai agit comme un médiateur entre le bas et le haut, entre les forces chaotiques et l'ordre rituel. Balayer fait donc partie intégrante de l'offrande. Sans nettoyage préalable, l'offrande perd de sa clarté. Elle peut être mal reçue, mal interprétée, ou attirer autre chose que ce qui était destiné. Le geste prépare le langage rituel. Ce que montre Bali de manière très explicite, c'est que le balai n'est jamais un objet de domination de la matière. Il est un outil de lisibilité cosmique. Il ne nettoie pas pour supprimer, mais pour rendre possible une relation juste entre humains et invisibles. Ce que la modernité a perdu en regardant ces pratiques, c'est la compréhension que le désordre n'est pas seulement matériel, et que l'ordre n'est pas une question d'esthétique. Un espace peut être visuellement propre et spirituellement confus. À Bali, on balaie pour éviter cette confusion. Le balai, ici encore, n'efface rien. Il prépare. Il annonce. Il rend l'espace capable de recevoir. Même à des milliers de kilomètres, chez de nombreux peuples amérindiens, le balayage rituel conserve cette dimension invisible. Il touche aux traces laissées par les émotions, les événements et les ancêtres. Malgré la distance et la diversité culturelle, le rôle du balai comme médiateur entre visible et invisible se maintient. Chez de nombreux peuples amérindiens, l'idée même de « nettoyer » ne correspond pas à l'hygiène au sens occidental. Il s'agit plutôt de retirer des traces, des empreintes laissées par des événements, des émotions ou des passages. Le sol est considéré comme un être vivant, porteur de mémoire. Tout ce qui s'y dépose laisse une marque. Il n'existe pas toujours un balai tel que nous le connaissons, mais il existe presque partout des objets de balayage rituel, faisceaux de branches, herbeliers, plumes, parfois simples rameaux. Leur fonction est identique à celle du balai, agir sur ce qui s'est accumulé sans être visible. Chez de nombreuses nations d'Amérique du Nord, on considère que les émotions fortes comme la colère, la peur ou le chagrin laissent des traces dans les lieux. Une dispute, une maladie, une mort rendent un espace lourd. Le nettoyage sert à alléger cet espace, pas à le rendre propre visuellement. Le geste est souvent associé à la fumigation, mais le balayage précède ou accompagne la fumée. On balaie pour décoller les traces, la fumée pour les emporter. Le balai agit sur le sol et les contours du corps, là où les traces s'accrochent le plus. Dans certaines traditions, on balaie symboliquement une personne après un choc, une vision, un deuil ou un retour de la guerre. Le geste est lent, circulaire, jamais brusque. Il vise à détacher ce qui ne lui appartient plus. On ne balaie jamais quelqu'un sans son consentement, car cela revient à intervenir sur son intégrité spirituelle. Le balayage n'est jamais effectué n'importe quand. La nuit est souvent évitée, car elle est un temps où les esprits circulent davantage. Intervenir alors pourrait attirer ou déplacer des forces qui ne devraient pas être dérangées. Le matin, au contraire, est un temps favorable, les énergies sont en mouvement ascendant, plus facile à réorganiser.
Chez les peuples des plaines, le sol du tipi ou de l'habitation est balayé avant certaines cérémonies. Ce geste prépare l'espace à recevoir les esprits alliés. Un espace encombré de traces contradictoires devient illisible pour l'invisible. Le balayage sert à clarifier l'intention du lieu. Dans le sud-ouest, Hopi, Zuni, Pueblo, la notion d'ordre cosmique est centrale. Le nettoyage rituel permet de rétablir l'harmonie entre les humains, la Terre et les forces cosmiques. Là encore, on ne balaie pas pour effacer le passé, mais pour empêcher qu'un déséquilibre ne se prolonge. En Mésoamérique, chez les peuples héritiers des traditions Nahua ou Maya, le nettoyage rituel des espaces précède les offrandes. Le sol est un point de contact avec les divinités terrestres. Balayer permet de rendre ce contact juste, non perturbé par des résidus d'événements antérieurs. Dans toutes ces traditions, un point est constant. Le balai ou son équivalent ne détruit rien. Il déplace, il libère, il rend à la terre ce qui lui appartient. C'est pour cela que ces objets sont traités avec respect. On ne joue pas avec. On ne les enjambe pas sans raison. On ne les laisse pas traîner n'importe où. Ils ont touché à des choses sensibles. Ce que la pensée amérindienne partage avec l'Europe ancienne, l'Afrique, l'Asie, c'est cette certitude profonde. Les lieux gardent mémoire. Les gestes ordinaires ont des conséquences invisibles. La modernité a transformé le nettoyage en acte mécanique. Les peuples amérindiens, eux, l'ont maintenu comme un acte relationnel. Balayer, ce n'est pas faire disparaître. C'est remettre chacun à sa place humain, esprit, émotion, trace. Et c'est peut-être là la compréhension la plus universelle. Le sol n'est jamais vide, et celui qui le balaie dialogue avec ce qu'il porte. Dans certaines traditions, même la manière de poser le balai lorsqu'il n'était pas utilisé faisait l'objet d'une attention particulière. Le balai n'était jamais laissé au hasard. Posé à l'endroit, poil contre le sol, il restait symboliquement actif, en contact avec les traces et les forces circulant au niveau du sol. On évitait parfois cette position prolongée, car le balai pouvait continuer à déplacer ce qui devait rester en place. À l'inverse, poser le balai à l'envers, les poils vers le haut, permettait de le neutraliser. Cette position coupait son action invisible, l'empêchait d'agir sur la chance, les ancêtres ou les énergies du lieu. Retourner le balai pouvait servir à protéger la maison, à bloquer une influence indésirable ou à marquer un temps de repos. Là encore, le balai n'était pas un objet passif, même immobile, son orientation avait un effet. La place où l'on range le balai compte tout autant que sa position. Le balai est un objet de seuil, et le seuil n'est jamais neutre. Conservé à l'intérieur de la maison, il reste sous la protection du foyer et des ancêtres, intégré à l'équilibre domestique. On évitait toutefois de le placer près des portes ou des lieux de passage, car sa proximité avec le seuil pouvait perturber la circulation invisible entre le dedans et le dehors. Poser le balai à l'extérieur n'était jamais un simple geste pratique, cela pouvait servir à maintenir quelque chose hors de la maison, à bloquer une influence indésirable ou à signaler une fermeture symbolique du lieu. Ce geste était généralement temporaire, car laisser le balai dehors trop longtemps revenait à l'exposer aux forces errantes et à rompre son lien protecteur avec l'espace domestique. Là encore, le balai n'était pas rangé, il était positionné. Ainsi, que l'on soit en Europe, en Afrique, en Asie ou dans les Amériques, une évidence se dégage, le balai n'a jamais été un objet neutre. Toutes ces traditions convergent vers un enseignement commun sur le pouvoir discret mais réel du balai. Partout dans le monde, le balai n'a jamais été utilisé innocemment. Il n'est pas qu'un simple outil de ménage, il est un instrument de régulation, de protection et de lien entre les mondes, entre les vivants et les morts, le visible et l'invisible, le matériel et le spirituel. Dans les traditions anciennes, il servait à purifier, à préparer les lieux,
à accueillir les offrandes, à protéger la fertilité et à guider les énergies. Il touchait autant le sol que le corps et les seuils de la maison, et chaque geste, chaque direction, chaque moment choisi importait profondément. Aujourd'hui, la plupart de ces significations se sont effacées. On balaie par routine, pour éliminer la poussière, et l'on ignore la puissance symbolique qui était autrefois attachée à ce geste. Pourtant, certains réflexes persistent, souvent sans qu'on y prête attention: nettoyer après un événement lourd, faire le vide après un conflit, ou tourner la page après une période de changement. Ces expressions sont les traces, les échos d'une ancienne compréhension, que les lieux, comme les corps, gardent mémoire, et que chaque espace conserve les traces de ceux qui l'habitent. En observant attentivement nos gestes quotidiens, il reste possible de percevoir les traces de cette sagesse ancienne. Le balai, jadis outil de soin et de régulation, est devenu banal. Mais si l'on regarde de près, il reste un médiateur silencieux, un symbole du passage, de la vigilance et de l'équilibre. Dans ces gestes, même les plus quotidiens, subsiste l'ombre de cette sagesse ancienne, celle qui savait que nettoyer n'est jamais neutre, que balayer est toujours un acte de dialogue avec le monde qui nous entoure, visible et invisible. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que vous avez découvert toute la richesse et les secrets liés à l'usage du balai et que ce voyage au cœur des pouvoirs du balai vous a apporté un nouveau regard sur cet objet du quotidien. Prenez soin de vous, à très bientôt. Spirituellement naturel.